Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Je crois que ça peut être l'un des derniers numéros de l'année 2019. Dites-moi tout. Je reçois le professeur Mbata. Je rappelle que le prof Mbata est professeur des universités, premier professeur noir à l'université d'Afrique du Sud. Il enseigne le droit constitutionnel ici en République démocratique du Congo. Député, on parlera de cela avec lui. On parle de l'Afrique, on parle de droits de l'homme, on parle un peu de tout. Pourquoi pas faire un bilan de l'année aussi? C'est important de le faire. Sinon, un bilan de la décennie. Parce qu'il faut dire que les dernières émissions de la décennie, c'est celle que nous allons faire maintenant. Professeur, vous avez été le premier à être reçu, d'ailleurs le parrain de cette émission, on va le dire. Comment allez-vous? Je vais me remercier. Alors vous avez... Peut-être une précision là dans Oui. la présentation. Oui. Je ne suis pas le premier professeur noir à l'Université d'Afrique du Sud. Ok, Je suis d'accord. le premier professeur noir dans le département de droit public, dans tout ce qui concerne le droit public, le droit constitutionnel et le droit international. Ça reste un premier professeur noir. Ça reste premier professeur noir. Très bien. Alors, monsieur le professeur, avec vous, nous allons parler de l'Afrique. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que nous avons tout essayé en Afrique? Tous les schémas, on l'a fait. République, on a essayé. Empire, on a essayé. Royaume, on a essayé. On a même essayé un président avec 4 vice-présidents. En Afrique, on a tout essayé, mais aucun schéma ne nous a sorti du gouffre. Ça fait aujourd'hui 59 ans. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la politique africaine aujourd'hui? Bon, la première chose à dire, c'est que il y a des choses qui vont mal en Afrique, mais je ne suis pas afro-pessimiste. Il ne faut pas présenter l'Afrique comme la source de tous les maux du continent. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait Ex-Africa aliquid novi semper. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui vient de l'Afrique. Évidemment, ces dernières années, c'est arrivé dans le mal, mais il y a aussi de bonnes choses qui sont arrivées en Afrique. Et la première des choses, vous le savez, vous avez lu sûrement chez Anta Diop, qui a établi le savant sénégalais, noir sur blanc, et jusqu'à ce jour, jamais démenti que l'Afrique est le berceau de l'homme, de l'humanité, et implicitement aussi le berceau de la civilisation. Oui, le berceau de la corruption. C'est que la civilisation est née en Afrique. Oui, mais et ça, c'est très important. Et vous voulez parler de la corruption, mais oui, la corruption aussi, mais les ça, détournements, la confiscation du pouvoir, ce les n'est pas violations africain. flagrantes des droits Je ne suis pas en constitutionnels. train de justifier, ce n'est pas africain. Ouais. Mais ça fait partie de l'héritage de l'humanité. Mais je tenais à préciser cela parce que lorsque vous voyez dans la littérature occidentale, c'est présenter l'Afrique comme la source de tous les maux. Mais on oublie souvent que l'Afrique, c'est le berceau de la culture et de la civilisation. Et lorsqu'on dit c'est le berceau de la culture et de la civilisation et le berceau de l'humanité, donc c'est aussi le berceau de l'humanité. C'est aussi le berceau de l'état de droit, même si au fil de l'histoire, vous savez, l'Afrique a été colonisée. Il faut tenir compte de la marche de l'Afrique. Cette Afrique a dominé, et Cheikh Anta Diop l'a établi, que l'Afrique, durant les 3 premiers millénaires de l'humanité, l'Afrique a exercé un véritable impérialisme dans le monde. Et avec l'Égypte, et vous savez, tout le monde, tout ce que vous connaissez dans les Pythagore, tous ces gens-là, on a parlé de l'invention grecque, Ben ça, on a parlé d'Athènes, mais ça venait de l'Afrique d'abord. Ça ne sert à rien de vivre glorieux dans le passé. Ça c'est hier, c'était l'Afrique est en mouvement. Vous savez, il y a la loi de... Il y a le déclin, vous l'avez étudié en histoire, lorsque vous étudiez vos cours d'histoire. Il y a l'apogée, la naissance, l'apogée, et puis le déclin. Oui. Et alors nous, on est au déclin. Nous, on est passé par la colonisation. Nous, on a suivi, on n'est pas encore sorti. Et c'est sûr que cette Afrique, avec la détermination de tous ces Africains, l'Afrique va repartir. Alors il y a eu un vent politique important en Afrique, on va dire. Nous avons expérimenté les partis uniques, mais en même temps iniques. Nous avons expérimenté le pluri-parti politique, si vous voulez, mais qui s'est caractérisé par ce que d'autres ont appelé une délinquance politique, où on a eu 14 partis, 15 partis, des partis villageois, des partis claniques, des partis ethniques. Mais finalement, ça rimait à quoi? Est-ce que des expériences qui n'ont pas abouti, ou c'était les hommes qui n'avaient pas avancé en culture? Non, nous sommes en train d'avancer. Il fallait passer par là. Parce que l'autre disait, je crois que mes amis français, j'ai souvent eu des problèmes avec eux. Mais la France des droits de l'homme aujourd'hui, mais vous savez que c'est la même France où on vous présentait Louis XVI qui disait l'État c'est moi. C'était la dictature. Vous voyez d'où viennent les nations. Donc je ne suis pas en train de justifier, il faut dire... Mais nous n'allons pas quand même prendre 4 siècles. Mais nous sommes en train d'avancer, et particulièrement nous allons parler du Congo et de l'Afrique. Nous sommes en train d'avancer. Vous tenez la Constitution à la main? Oui. Mais il y a quelques années, c'était un tabou de tenir une Constitution en Afrique. Vous savez, donc on est en train d'évoluer. Et vous savez aussi qu'il y a quelques années, chez Massia Sungwema en Guinée équatoriale, c'était un crime de se dire intellectuel.
Donc, comme vous dites là, et tout ce que vous recevez sur votre plateau, qui s'appelle intellectuel, si vous étiez du temps de Mathias Nguema, c'est dire intellectuel était un crime. Alors, revenons, on est en train d'avancer, alors qu'il y a quelques années, la démocratie c'était un mythe, l'état de droit on y tenait, on n'en faisait pas un grand cas, on est en train d'évoluer. Et cette Afrique qui a connu des dictatures, on l'a vu au cours à la fin du siècle dernier, en ce qui concerne les instruments internationaux, vous les avez vus adopter la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, on a été en train d'avancer, alors qu'on disait que c'était un continent condamné à la corruption, on a vu les Africains adopter au début de ce siècle, d'ailleurs, la Convention africaine de la lutte contre la corruption. Et plus important encore, avec la naissance de l'Union africaine, et au début de ce millénaire, on a vu l'Afrique dire qu'elle était résolument opposée au changement constitutionnel de gouvernement, qu'elle était déterminée à aller vers la voie de l'état de droit. Et vous avez entendu l'Afrique renaître. On a parlé de la renaissance africaine, même si on n'est pas encore arrivé. C'est que les choses sont en marche, on n'est pas encore arrivé. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Est-ce que le problème, monsieur le professeur, le problème n'est pas dans le concept? Est-ce que nous ne sommes pas simplement des conceptivores? Nous mangeons tellement et nous consommons tellement de concepts. On a parlé de l'émergence, on ne l'a jamais eu. On a parlé d'objectif 80, personne n'a atteint l'objectif 80 en question. On parle d'état de droit, ça n'arrive toujours pas. Démocratie, ça n'arrive toujours pas. Est-ce que nous ne sommes pas des conceptivores, tout simplement? Non, mais il faut conceptivore. D'abord, les concepts dont vous parlez, ils n'ont pas été inventés par nous. La plupart des concepts, comme la gouvernance, l'émergence, la mondialisation. Ce sont des concepts essentiellement venant des institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et autres. Oui. Effectivement. Mais là encore, il faut déplorer. Nous devons par contre imaginer nos concepts. Et vous savez, c'est Joseph Kizerbo qui écrivait il y a quelques années un livre très intéressant qui était intitulé « La natte des autres ». C'était l'ouvrage de Joseph Kizerbo, l'un des grands historiens qu'on a connus sur ce continent. Et là-dedans, Joseph Kizerbo se plaignait qu'on avait tendance à dormir sur les nappes des autres, sur les concepts des autres, à mimer, à copier. On avait cela, mais par contre, Kizerbo, qu'est-ce qu'il disait? À force de dormir sur les nappes des autres, on finit par avoir les rêves des autres et à ne pas être inventif. Donc, revenons. Et effectivement, les choses n'ont pas avancé, mais il faut que cela avance. Il faut que ça change. Est-ce que ce qui vous tue, ce n'est pas le paradigme, monsieur le professeur? Est-ce que ce n'est pas un conflit de paradigme, finalement? Est-ce que vous ne voulez pas reproduire des systèmes qui ont réussi chez les autres? Vous voulez les réussir avec vous sans la culture. Vous nous avez apporté des constitutions, mais personne ne les respecte. Les autorités ne les respectent pas. Il suffit juste de voir comment ça se passe au Gabon. Un président pratiquement malade, il ne sait pas regarder, fixer l'autre, son interlocuteur. Mais c'est lui qui dirige le Gabon. Vous êtes au Cameroun, c'est le président Biya qui est là, un président littéralement à vie. Est-ce que ce n'est pas ça, malheureusement, le fait de copier les autres sans la culture? Non, je ne pense pas. On a copié qui? Je viens de vous dire que les Français n'étaient pas démocrates il y a quelques siècles. Je pouvais aussi vous dire, lorsqu'on parle par exemple de la parité, l'article 14 de notre Constitution, je peux vous dire qu'il y a un jugement, un arrêt de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Myra Bradwell, il y a quelque temps, et la Cour suprême des États-Unis d'Amérique déclarait dans ce jugement-là, dans cet arrêt-là, qu'une femme ne pouvait pas être avocate et que sa place était à la cuisine. Ce n'était pas en Afrique. Donc, vous voyez, toutes les sociétés sont en train d'avancer. En revenant sur la Constitution et les autres, vous savez, je suis toujours d'avis que on viole la Constitution, la Bible et tout ça. Je crois que le problème, c'est beaucoup plus un problème d'hommes. Oui, il nous faut changer des hommes et non pas toujours vouloir changer des textes. C'est ce qu'on n'a jamais réussi à faire depuis 59 ans. C'est pourquoi on se bat et c'est pourquoi on doit continuer à se battre. Parce que vous savez, dans le domaine de l'état de droit et de la démocratie, si vous commencez à roupiller, si vous commencez à marcher debout, vous risquez de vous réveiller demain dans une nouvelle dictature. La lutte pour l'état des droits démocratiques sur le continent et partout ailleurs a toujours été une lutte de tous les instants. Une vigilance de tous les instants. Et cela, ça implique les dirigeants et les peuples. Vous ne pouvez pas, par exemple, dans notre pays, un gars qui était dictateur hier, et vous l'applaudissez le lendemain. Oui, mais ce n'est pas possible. Mais vous ne reprochez pas au peuple d'applaudir alors que les dirigeants sont en alliance. C'est tout à fait normal. Si les dirigeants s'allient avec celui qui peut être applaudi. Vous ne vous alliez pas aux dirigeants, vous restez neutre, impartial. Pourquoi vous devez suivre des dirigeants incompétents? Il faut les changer. Si c'est le peuple d'abord, donc il faut que le peuple ne doit pas se contenter des dirigeants corrompus. Le peuple doit réagir. Et il appartient maintenant à la classe, à l'intellectuel, aux journalistes, aux médias, aux universitaires,
de réarmer moralement ce peuple, au lieu de se plaindre. Vous savez, il y a Issa Chebji, qui est un universitaire tanzanien que j'aime bien, qui aime bien dire ceci. Nous ne devons pas être des peuples qui pleurnichent à la longueur des journées. De voilà, on nous mate, on nous a envahis, on marche sur nous incapables d'agir. On doit être constamment un peuple en lutte. Et c'est cela le problème. C'est qu'il faut intérioriser la dimension de la lutte dans notre combat. Mais comment vous luttez quand on sait que ceux avec qui vous avez mené le combat, ces gens ont rallié ou ont accepté l'alliance avec ceux-là qui vous ont persécuté? À un moment donné, vous êtes coup-sur-cuité. Mais vous continuez à vous battre. Et parce que votre émission, c'est Congo Base qui me reçoit depuis. Vous avez vu la lutte qu'on a menée en République démocratique du Congo pour le respect de la Constitution. Pour dire que M. Kabila, il y avait un temps pour tout. Il y avait une vie après la présidence. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu? Et on était à combien? Et on a trouvé comme toujours, comme c'est un pays où tout le monde, un pays d'intellectuels ignorants, beaucoup d'intellectuels ignorants, où on nous a fait monter des théoriciens de tous les genres pour dire qu'il contredit. Vous savez, les mots qu'on aime dans la presse congolaise. Il a recadré le pauvre Serrat Mbata. Mais comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a pas le niveau de pauvre André Mbata puisse le recadrer? Oui, mais le niveau... Ça ne se fait que c'est cette question. Non, c'est pour vous dire ceci. Oui. Quel que soit vous menez un grand combat, vous pouvez être seul. Et vous avez des amis qui émettent sur la même longueur d'onde. Émettez-vous même si vous êtes seul. Vous savez, les masses ne sauvent jamais le monde. Vous êtes chrétien sûrement. Et vous êtes marié à l'église catholique, ça ne fait pas longtemps. Non, mon nom dit tout déjà. Votre nom tout dit, dit tout. Mais écoutez, mais cet évangile nous est venu de combien d'apôtres? Ils étaient à combien? C'est une dizaine de gens qui ont enflammé le monde. Et vous pouvez, ne soyez jamais désespérés, même si vous êtes seul, et vous ne serez jamais seul. Parce que quelque part, au même moment, dans le pays, en dehors du pays, il y a quelqu'un qui pense comme vous. Oui. Il y a quelqu'un engagé dans la même lutte. Nous devons être constamment une génération en lutte. Tout le monde peut tourner cette pensée à sa guise. Hein. Même ceux qui sont contre, même ceux qui sont pour, peuvent toujours dire on n'est pas seul, on est avec les autres. Mais parlons des élections, monsieur le professeur. Les élections en Afrique, qu'est-ce qu'elles ont produit? Parce qu'il faudrait finalement... Mais ça dépend des circonstances. Oui. Je vais vous dire quoi. En Afrique du Sud, vous parlez de l'Afrique du Sud tout à l'heure, ils ont produit la démocratie. Il n'y a jamais eu de tricherie depuis la fin de leur Mandela. Une démocratie blanche, vous voulez dire? Non, pas les blanche. Grands capitaux sont détenus entre les mains des Blancs? Pas blanche. Oui. Depuis, vous n'entendrez pas qu'en Afrique du Sud, on a triché les élections. Donc ça dépend. Si vous parlez de votre pays, chers amis, vous savez, la tendance au Congo, c'est de croire que parce que tout va mal dans ce pays, tout le monde tend à être corrompu, c'est le blanchiment d'argent, c'est partout ailleurs en Afrique. Mais il y a Afrique et Afrique. Je vous donne des exemples, parce qu'on parle des élections. Mais la Cour suprême du Kenya, elle a annulé une élection présidentielle. C'est que vous n'avez jamais vu en Afrique. Même la Cour suprême des États-Unis ne pouvait pas annuler l'élection de Trump. Mais vous êtes en Afrique, la Cour suprême du Kenya a annulé une élection présidentielle. Comme pour dire que chez nous, il n'y a pas tout noir. Hein? Tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir. Et ce n'est pas fini. Mais est-ce que les élections représentent aujourd'hui une sorte de remaniement, comme quelqu'un disait, un remaniement passif? C'est la volonté du dictateur, du Léviathan, celui qui impose son choix aux élections qui l'organise. Toutes les élections ne sont pas démocratiques. Oui. Il ne faut pas non plus confondre, on a élaboré là-dessus plusieurs fois. La démocratie n'est pas synonyme d'élection. Et toutes les élections ne sont pas démocratiques. C'est pourquoi quand on fait allons aux élections, mais ça dépend de quelles élections vous parlez. C'est la même chose, ce que j'ai dit sur l'état de droit. Lorsque vous parlez de l'état de droit, vous faites sur l'état de droit. Mais attention, chers amis, tout état de droit n'est pas démocratique. L'état de droit peut aussi être un état de droit dictatorial. Et on l'a fait, on l'a vu. Donc, les choses sont en train d'avancer. Et l'Afrique est en marche. Il faut que les Congolais se mettent également en marche. Et je crois qu'avec ce qui s'est passé dans notre pays, le combat qu'on a mené et pour qu'il y ait un changement, il a abouti. Il faut l'apprécier. Vous voulez parler de l'alternance? Oui. Vous croyez qu'il y a eu alternance dans ce pays ou c'est une sorte de continuité déguisée? Non, mais il y a eu alternance, mais ce n'est pas l'alternance. Qu'on se mette d'accord. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Ce n'est pas comme la génération spontanée. Oui. Les gens y ont travaillé. Des gens sont morts. Et vous connaissez des milliers de morts. Des gens ont sacrifié leur vie et ils se sont battus pour cette constitution et pour qu'il y ait un nouveau régime. Il ne faut pas négliger ce combat-là.
Mais non, la lutte continue. Il y a le président Tshisekedi qui a été le président de la République. Alors, mais ça ne s'est pas fait pendant des années. Mais c'est justement là la question. Lorsque vous lisez, par exemple, la pensée d'un professeur qui est votre collègue, mais il est décédé, un ancien Premier ministre à l'époque de Pompidou, je crois que c'est Léo Hamon, qui parle de l'alternance comme une sorte de remplacement de la majorité au pouvoir par l'opposition. Donc, il parle plutôt d'une majorité. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup de sortes d'alternance, l'absolue, la relative, la médiatisée. Mais dites-nous, professeur, nous sommes dans quel type d'alternance? Écoutez, je ne suis pas d'abord trop francophone. Oui. J'enseigne dans des universités anglophones. Oui. Donc, je ne m'attarde pas, moi, sur les définitions. Vous voyez, le problème avec les francophones, et ils m'en veulent toujours. Donnons-leur un texte d'une page, ils vont passer 3 jours à discuter, virgule, point, virgule. Là, il y a un point d'exclamation, ils passent 3 heures, 4 heures, même 4 jours pour s'entendre sur un texte. Les Japonais ne font pas ça. Mais les Chinois qu'on adore, ils ne font pas ça. Pourtant, nous, moi, ne me demandez pas, moi, à un professeur d'université. Oui. Non, il faut changer. Nous ne sommes pas francophones. Mes ancêtres à moi ne sont pas les Gaulois, mon cher ami. Mais ils n'ont pas écrit la Constitution. Écoute, qui ont écrit la Constitution? C'est les Français. Qui? Les Français. On est francophone quand on écrit la Constitution. On est en français, monsieur le professeur. Vous n'allez pas me donner une Constitution en anglais. Non. Elle est en français, cette Constitution. Il faut la traduire. Oui. Il a fallu la traduire. Oui, allez-y. Mes parents, là-bas, ils ne connaissent pas le français. Oui. Et pourquoi? J'ai toujours dit, vous savez, j'étais parmi les premiers quand on a adopté cette Constitution, qu'on change, parmi les toutes premières révisions, qu'on enlève le français comme langue officielle. Parce que c'était inacceptable, à mon avis. Oui, mais en entendant... Comment est-ce que dans un pays, vous dites nous sommes nationalistes, vous donnez à une langue étrangère une valeur supérieure à vos propres langues? C'est inacceptable. Le Kenya, le Tanzanien, vous savez, ils ont été colonisés par les Britanniques. Oui. Vous connaissez leur langue officielle? Je crois que c'est le Tanzanie. C'est le Swahili. Le Swahili. Et les Rwandais, ils font quoi? Donc, je ne veux pas entrer dans ces histoires-là de définitions qui vous font passer trop de temps dans vos chaînes et dans vos médias parce que les gens discutent n'importe quoi. C'est la culture française. Je ne suis pas là. Le point que je dois faire, c'est celui-ci. Le point que je dois faire, exactement dans quel type d'alternance je dois arriver. Quand on a un président qui n'a pas la majorité je dois arriver. L'alternance, oui, c'est un processus. Cela doit être bien compris. Le président de la République n'a pas une majorité. Mais on a changé la tête. C'est un processus. Et même la démocratie. Mais si la démocratie était achevée, pourquoi on continue à discuter sur la démocratie aux États-Unis d'Amérique? Mais c'est un peu quelque part aussi un idéal. Pourquoi on continue de parler de la Révolution française de 1789? On continue, 3 siècles après, même en France, on parle de la démocratie. Vous voyez des présidents français poursuivis en justice. Vous avez des crimes qui sont en train de commis. Mais si ce n'était pas un idéal, mais ça serait fini. C'est pourquoi je dis que c'est un processus. Nous ne sommes pas encore arrivés à la fin de l'histoire, comme un collègue américain l'appelait. Donc c'est un processus. Il y a un président nouveau et qui implique sa marque. Il doit travailler dans un environnement particulièrement difficile. Et c'est là peut-être on l'aura, le président Félix Tshisekedi après. Comment tu travailles un peu pour les étudiants en droit constitutionnel et en sciences politiques? Comment tu gouvernes un pays lorsque tu n'as pas une majorité? Mais justement, c'est ça la grande question. Ah ben c'est ça qu'il est en train de faire. Et alors, donc je dis que c'est un processus. Des messes à gauche et à droite, de propos arrogants de gauche et à droite. Vous comprenez, c'est un contexte difficile. Et vous avez les gens, les amis du FCC, mais ils ont un peu raison de jouer le jeu auquel ils jouent. Parce que s'ils ne font pas ça en 2023, ils sont finis. Ou alors en 2023, vous ne serez pas là aussi. C'est l'instinct de survie. Est-ce que vous n'allez pas plonger avec eux ensemble? Qui? Est-ce que vous ne plongerez pas avec eux ensemble? Vous qui? Vous parlez de qui? Vous, intellectuel congolais, vous. Moi, vous savez, ces choses, vous là. Oui. Vous avez parlé du combat. Le combat d'avoir individuel, c'est vous qui m'avez dit ici. Exactement. Il ne faut pas compter qu'il y a quelque part quelqu'un qui pense comme vous. Commencez vous-même. Moi, je ne vais pas tomber là-dedans. Est-ce que vous ne pensez pas que l'UDPS pourrait sombrer aussi dans ces soubresauts-là? L'UDPS doit s'organiser. L'UDPS doit mettre de l'ordre. Et alors, ce n'est pas parce que vous faites allusion au fait que le prof est député de l'UDPS. Mais quoi? Et on vous a dit ceci. Et Félix Tshisekedi, devant ce vent, va-t-il résister, vous pensez? Il a la capacité de résister. Quand M. Chadari demande à Félix Tshisekedi d'arrêter tous les corrupteurs sans avoir peur, d'être inquiété. Et jusqu'à... Mais M. Chadari, ils ont dirigé le pays pendant 18 ans, ils ont arrêté quel corrupteur? Alors, mais pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Parce que le FCC, ils vous narguent, on va dire. Ils ont des leçons de morale à donner. Ben, ils vous narguent aujourd'hui. Des corrompus, des détourneurs de deniers publics, des blanchisseurs.
Oui, mais ça restera dans les papiers parce que personne ne sera arrêté, malheureusement. Ils n'ont pas de leçons. On n'a pas le droit de fouiner dans le passé. Je suis en train de dire ceci. Le président Félix Tshisekedi a la capacité de résister. Mais ça dépend de lui. Ça dépend de lui. Vous savez, ce n'est pas un chèque en blanc. Le président de la République doit, tous les jours, son slogan, c'est le peuple d'abord. J'ai toujours dit, ceux qui le voient, ce serait bien. Quand il se réveille le matin, ses enfants vont lui dire, papa, papa Lobaki, le peuple d'abord. Quand il sort, dites-le lui, le peuple d'abord. Vous savez, le pouvoir corrompt. Et c'est connu de tout le monde. Si le pouvoir peut me corrompre, le pouvoir peut corrompre le président Félix Tshisekedi. Le pouvoir a corrompu Joseph Kabila et tous ces gens que vous citez. Le pouvoir corrompt. Il faut une vigilance de tous les instants, et même les intellectuels, vous parlez des intellectuels, mais les intellectuels, nous ne sommes pas au-dessus de la mêlée. Des professeurs d'université ont été sérieusement mêlés dans les déboires de notre pays. Et même moi, quand je dois moi-même, personnellement, me dire tous les jours, me poser la question, chaque matin, est-ce que je suis le même professeur Mbata qui parlait hier? Qu'est-ce que vous répondez Est-ce que je ne suis pas corrompu? Est-ce que vous êtes le même professeur? Est-ce que vous êtes le même professeur? C'est moi-même qui me l'a posé. Vous voulez que je réponde? Oui, c'est moi-même qui me la pose. Moi, je me la pose maintenant. Oui? Est-ce que vous êtes le même? C'est le public qui doit se la poser. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas trop fasciste aujourd'hui? Les gens vous considèrent comme quelqu'un, un protecteur, le professeur non. Tshisekedi. Vous savez, vous parlez à quelqu'un qui a dirigé l'équipe de la transition sans Kabila. Oui. Donc, je voulais que le régime change. Vous parlez à quelqu'un, chez qui ou devant qui des personnalités comme Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi lui-même sont venus signer la transition sans Kabila. Donc, ils sont avec moi. Donc, vous voyez toujours les choses un peu de l'extérieur. Je vous dis, vous parlez aux gens avec qui on est mis sur la même longueur d'onde. Même Martin Fayulu. Avec eux, nous avons déjà conduit des missions. Il fallait une transition dans ce pays. Et quand cette transition-là arrive, même si vous n'avez pas le verre plein, mais il faut s'en féliciter. Pourquoi voulez-vous que je ne soutienne pas le changement, que je ne soutienne pas Félix Tshisekedi? Parce que c'est le changement. Nous voulions un changement à la tête de l'État et de toutes les institutions. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État de droit est une mythologie? Non, on n'est pas. C'est encore un slogan. Et c'est pourquoi vous m'avez entendu. En toute chose, il nous faut un État de droit dans ce pays. Et sur le continent, parce qu'il n'y a pas d'avenir sur l'État de droit. Et vous évoquez, il y a quelques semaines, j'ai passé le temps à sillonner un peu l'Afrique. C'était il y a quelques semaines, en mois de novembre, j'étais comme expert de l'Union africaine en matière de l'État de droit. Donc vous parlez à quelqu'un qui est censé connaître ces choses. C'est pour former les gens en Afrique de l'Ouest, qui est déjà très avancé. L'État de droit. Parce que sinon, l'Afrique de l'Ouest, ils allaient dire, chez nous, il y a déjà plusieurs transitions. J'étais là pour former, avec des collègues comme le professeur Essambo et d'autres grands constitutionnalistes du continent. Après, je suis allé en Zambie pour former en Afrique australe. Et je viens d'où? Je viens de Nouakchott pour former en ce qui concerne l'état de droit en Afrique du Nord. Et là, ça évolue? Ça évolue parce que ce n'est pas un discours qu'on pouvait tenir. Et quand on était à Nouakchott, d'ailleurs, bon, avant, quand on était au Niger, j'ai assisté, nous étions heureux d'apprendre qu'un constitutionnaliste tunisien était élu président de la République. Et ça vous a arrangé? Vous pensez que la situation de... Elle va changer, ce n'est pas n'importe qui. Est-ce que vous êtes content aujourd'hui d'apprendre que, par exemple, le Nkurunziza ne va plus se représenter aux élections, Kagame ne va plus se représenter aux élections? Vous pensez que c'est... C'est une évolution, ils ont compris, mais ces gens doivent comprendre qu'ils devaient partir. Est-ce que ce n'est pas la carte de l'Afrique qui change carrément, la carte politique de l'Afrique qui change avec l'arrivée de Lorenzo en Angola, Félix Tshisekedi au Congo? Est-ce que la donne africaine ne change-t-elle pas? Mais vous me rejoignez. C'est-à-dire l'Afrique est en marche. C'est ce que je disais. L'Afrique est en marche. Ils ont tenu, même il n'y a pas Nkurunziza. Il y a ici, on vous a dit, Totondi on a noté. Et Kabila Désir. Ça a commencé par chez nous. Ah, le vent est parti de chez nous. Oui. Le vent est parti de chez nous. En tout cas, pour l'Afrique centrale, le vent est parti d'ici. Il tenait par tous les moyens, on le disait éternel, tout le discours qu'on tenait, vous aviez des journalistes, des prétendus professeurs d'université, tout le monde s'appelle professeur dans votre pays, tout celui qui a un doctorat s'appelle professeur, comme vous le savez, ils sont montés. Mais le vent est parti d'ici. Et là, le vent est parti d'ici et l'Afrique est en marche. Et cette marche, mon cher ami, elle est irréversible. Donc, toute tentative de pouvoir établir un parti unique dans un pays africain ou même au pays, c'est irréversible. On n'a peut-être pas besoin de créer un parti unique, on a plutôt besoin de créer un parti aimant qui attire tous les autres partis, comme un peu le PPRD qui absorbe tous les autres partis. On n'a plus besoin d'avoir. Non, vous ne pouvez. Est-ce que le PPRD c'est un parti? Je ne peux pas. Je ne sais pas.
Vous n'allez pas écouter. Mais Tout le monde connaît. vos aînés en constitution sont là, ils sont du PPRD, vous n'allez pas dire que c'est Je pas un ne suis parti. pas. Le peuple congolais sait qui sont les aînés en matière de droit constitutionnel au Congo. Donc l'Afrique sait Oui. qui sont les experts en droit Ce constitutionnel. sont ceux-là qui participent généralement dans les grands forums Vous à comprenez. l'international, vous voulez dire? Ce sont ceux-là qui se battent. Oui. Qui se battent, non seulement dans leur pays, mais qui peuvent se battre même en Guinée pour empêcher à notre ami, aussi un autre professeur là-bas, d'échanger la constitution. Vous parlez de- Ou c'est pour dire à Ouattara, monsieur, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas arrêter les Soros, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors parlons de l'alternance en Afrique. L'alternance, donc Oui. l'Afrique est en marche. Et ça marche. Alors vous parlez de l'alternance. Essayons, je vous invite pardon, à réfléchir sur la question de l'alternance en Afrique. Nous avons le cas de l'Angola. Vous avez le président Lourenço qui arrive, qui est même du parti de l'ancien président, mais qui marque quand même une sérieuse face de la rupture. Des gens sont arrêtés, des DG arrêtés, les enfants du président en débandade. Vous avez vraiment un changement total, en fait. Et là, lorsque vous arrivez chez Patrice Talon, c'est pratiquement la même chose. C'est le président en exercice, disons l'ancien président, qui est un peu menacé. Non, ne me parlez pas des talons. Très bien. On va poursuivre. Mais c'est au Congo qu'on sent... Ne me parlez pas des talons au Bénin, ce qu'il est en train de faire, et j'ai dit aux collègues béninois que Talon ne peut pas talonner la démocratie dans son pays, et ce n'est pas acceptable. Bon, donc vous dites, on est en train d'avancer. Mais Talon a vu qu'au Bénin, il y a des choses qui s'est passées qui ne veulent pas rester des choses Ne bénignes. devenez pas des... Talon étant... Le Bénin, c'est un modèle de la démocratie et de la gouvernance. Le Bénin est en train de reculer, et vous parlez à un connaisseur du Bénin. Alors, mais Donc, ce n'est pas dans les mais médias. Patrice Talon ne va pas talonner le Bénin parce que Il Boni est a en eu train appris de le Bénin mater. pour une histoire bénigne. Il est en train de mater. Oui. Le Bénin est en train de reculer. Et nous l'avons vu, nous l'avons dit en Afrique de l'Ouest. Et sur place même. Et avec les universitaires béninois eux-mêmes. Donc Et avec la aujourd'hui, société civile, le Bénin est en train devenu de Bénin. reculer. Le Bénin maintenant aujourd'hui. Alors, oui. mais voilà, oui. donc on Mais est, là, au Congo, on est en alors, train parlons de d'avancer. la Même RDC. en Angola, il y a Oui. beaucoup d'efforts à faire. La corruption, bien, mais jusqu'où? Les libertés en Angola, comment ça avance? Il faut qu'on libéralise. Oui, mais- Donc c'est un processus. Dans notre pays, il faut qu'on arrête les Zéro gens. arrestation. Qu'on Dans y notre arrive. pays, zéro arrestation. Mais parce que vous n'avez pas de justice indépendante. Vous savez, je vous disais, je venais de Nouakchott. Et deux anciens premiers ministres algériens sont en prison. 10 et 15 ans pour blanchiment d'argent et pour corruption. Mais combien de gens ne pouvaient pas être en prison ici? Vous avez la Constitution? Je l'ai. Je vous donne. La Constitution dit par exemple qu'un président ou un membre du gouvernement, quand il entre en fonction, il doit faire une déclaration de son patrimoine. C'est l'article 90. Oui. Quand il sort, il doit également faire une déclaration. Sinon, il est présumé avoir commis un enrichissement, être auteur d'un enrichissement illicite. Oui. Il faut vérifier l'article. C'est l'article Alors, 90, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, je vais lire. Le gouvernement, on va dire un... Voilà, c'est l'article 90, je crois pas. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je crois 99, peut-être. Bon, alors, Bon, allez-y. alors. Je me suis trompé, peut-être. Alors, vous arrivez là. Mais les anciens premiers ministres, le Congo, c'était un pays de blanchiment d'argent. Vous me regardez, non? Pourquoi vous ne voulez pas me regarder? Si, je suis en train de chercher un Mais article. dans la tous Constitution. ces immeubles que vous avez dans les villes, Oui. il y a un boom immobilier. Ils construisent avec quel argent? D'où vient l'argent? C'est peut-être plutôt l'article 99, je me retrouve. Oui, je savais que vous alliez vous retrouver. Oui. Avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, le président de la République et les membres du gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles, y compris terrains non bâtis, forêts, plantations et terres agricoles, mines et tous les autres immeubles, avec indication des titres pertinents. Parce que le patrimoine, je crois, le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le régime matrimonial des enfants mineurs et des enfants même majeurs à charge du couple. La Cour constitutionnelle communique cette déclaration à l'administration fiscale. Faute de cette déclaration, en délai les 30 jours, la personne concernée est réputée démissionnaire. Dans les 30 jours suivants la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon le cas. Voilà. Vous avez déjà appris que l'ancien président a déclaré ses biens? Alors, pour À la sortie? Non, pas du tout, jusque-là. Les premiers ministres, les membres du gouvernement, vous avez appris que M. Chibala a déposé? Personne jusque-là.
Mais il a des hôtels. Oui, personne jusque-là. Hein? Oui. Ses prédécesseurs, vous avez entendu que Matata a déposé? Personne. Il a des universités, non? Exactement. Il a déclaré? Alors, mais les garants du Le bon Premier ministre fonctionnement Mouzito, de c'est l'État. toi le Premier ministre, Mouzito. On vous a déjà dit qu'il a déclaré? Il est trop occupé à déclarer la guerre au Rwanda, il faut le laisser. Mais allons-y. Donc voilà, plutôt, tous autre ces chose. cas-là, ce sont des cas d'enrichissement illicite. Pas seulement eux. Nous parlons de principe, il n'y a pas d'acharnement contre un individu. Tous les membres du gouvernement qui ne sont plus là, est-ce qu'ils ont fait ça? Nous sommes dans les médias. Votre ancien ministre des médias et de communication, vous avez entendu déclarer ces Il a biens? été blanchi par la Cour européenne, et je crois. Non, il n'a pas été blanchi, on a levé les On sanctions. a levé les sanctions, Ouais. on va dire ça comme ça. Bon, ils ont fait la déclaration des biens? Ou vous avez seulement appris qu'il y a eu un diamant qui l'a transformé en caillou? Bon, on est en train d'avancer. C'est le problème de la justice. L'état de droit ne peut pas prospérer sans justice indépendante. Et ça, le silence du magistrat suprême. Mais qu'est-ce que... Nous sommes dans la séparation. Le magistrat suprême. L'affaire de 15 millions. Je crois que vous vouliez m'amener là-bas. Bien évidemment. Mais il a soumis le dossier à la justice, monsieur le procureur général de la République. Voici l'affaire de 15 millions. Pourquoi est-ce que... Ça, c'est le président de la République lui-même. Il a donné ce dossier au procureur. Pourquoi est-ce que le procureur n'agit pas? Vous voulez que le président de la République se transforme en procureur général? Mais pourquoi lui ne suit pas non plus le dossier? Tu vas suivre comment, dites-moi? Tu es président de la République et tu es juriste comme moi. Mais tu as déféré, parce que c'est la séparation des pouvoirs. Tu ne peux pas venir agir en lieu et place du Parlement, des parlementaires. Non, tu conseilles, n'est-ce pas? Mais ici, le président de la République a demandé que vous, dans la séparation des pouvoirs, c'est le parquet qui doit s'en occuper. Voici le dossier des 15 millions. Mais demandez ce qu'il en a fait. Mais que doit faire un président dans un contexte comme celui-ci? C'est ça qu'il doit faire. Oui, mais qu'est-ce qu'il doit faire? C'est ça qu'il doit faire. Et en fin de compte, s'ils n'agissent pas, à mon avis, vous savez, la plupart de ces personnes devaient être... On doit tout changer dans la justice. Oui, mais ça reste dans le promesse, monsieur le professeur. On doit changer. Est-ce qu'on y travaille vraiment pour changer? Et pour changer, c'est quoi? C'est pourquoi j'ai apprécié l'action du CLC. Mais vous savez, la justice dans la Constitution est rendue au nom du peuple. Mais que le peuple demande qu'on fasse partie de ces magistrats corrompus. Mais le peuple l'en fait, mais personne ne l'entend. Il a fait où? Le peuple a marché. Il faut continuer. Comment est-ce que le peuple a marché pour qu'on arrive au départ de l'ancien président? Des gens sont morts. Des gens ont continué. Ce n'est pas parce qu'on vous amène... D'abord, il n'y a plus d'eau chaude. Les gens ont encore peur de quoi? Il n'y a plus d'eau chaude. Il n'y a plus ces messieurs-là au niveau de... au niveau des services de sécurité qui malmenaient tout le monde. Tu transformes les cachots des services de sécurité, tu en fais une république bananière. Ça n'existe plus. Et qu'est-ce qui empêche aux gens d'insister, de continuer la lutte? Le président a fait ce qu'il pouvait faire. Et le peuple en question va devoir marcher pour demander au président de faire ce qu'il doit faire vraiment. Tout le monde, il n'y a pas que le président. S'agissant par exemple de la Cour constitutionnelle, le Parlement, ceux qui sont là au niveau du Parlement, de la Cour constitutionnelle, 3 ont été nommés par le président, 3 ils ont été désignés par le président, 3 par le Parlement, 3 par le Conseil supérieur de la magistrature. Mais les actions vont se tourner d'abord vers le Parlement. Il y a 3 qui ont été désignés par le Parlement. La justice est rendue au nom du peuple. Que le Parlement retire la confiance à ces 3-là, leur demande de démissionner. Est-ce possible? Monsieur le Président, 3 ont été nommés sur l'initiative, ce n'est pas lui, c'est sur l'initiative de l'ancien président, mais il y a la continuité. Retirez la confiance à ces gens. Le Conseil supérieur de la magistrature, 3 ont été désignés sur votre proposition. Retirez, renouvelez. Donc voilà comment les actions Est-ce que vous doivent pensez être que c'est dirigées. possible? C'est possible. Cette procédure-là, elle est tenable. Elle est possible. Très bien. Et le peuple doit s'assumer, et c'est ça se prendre en charge. Espérons que la justice va être de notre côté. On va Il travailler. faut l'obliger. Alors, monsieur le professeur, là, il y a un scandale aujourd'hui, il faut le dire. Il y a un scandale. Le scandale, c'est le scandale de Énième scandale. Oui, le scandale de Gécamine. Plus de 200 millions de dollars s'envolent comme ça. Silence radio, le peuple n'en parle pas. Est-ce que vous pensez que c'est parce que ça sort dans les cadres habituels de réflexion du peuple et qu'ils se disent 200 millions, c'est quand même beaucoup, on ne peut pas en parler? Ou vous pensez que ici, ça demande finalement la clairvoyance du président de la République? Comme on est dans une République, on veut que le président fasse tout. 200 millions s'échappent. Monsieur de la Gécamine, monsieur Youma, est toujours en liberté, tranquille, même malgré les rapports accablants. Et même de M. Ngoy Mouchila, si vous avez lu le rapport de Gécamine, finalement, Gécamine, c'était Gécamine, c'est géant un nain, c'est géant nain, je crois, et puis Sanction nationale. C'était un rapport assez fignolé d'un Congolais qui a pensé que Gécamine était en déroute et qu'il fallait finalement recadrer les choses. Cette affaire de 200 millions, est-ce que cette affaire vient prouver le blocage des ordonnances du président nommant les cadres de la Gécamine? Qu'est-ce que ça cache finalement cette affaire de 200 millions? Mais l'affaire de 200 millions, c'est l'héritage de l'un des régimes les plus corrompus. C'est l'héritage de l'un des régimes les plus corrompus
institué au cours de l'Afrique par l'ancien régime. C'est son héritage. Le régime ne vivait que de la corruption. AMP, c'est un régime qui ne vivait que de la corruption. Et ça allait plus loin. Un régime qui pouvait même corrompre ses propres députés. C'est terrible. Hein? Pour qu'on vote une loi là-bas, vous avez un parti politique qui pouvait corrompre ses propres députés. Donc, je vais là-bas. Vous savez, j'en parle pourquoi? Parce que j'étais l'une de ces personnes qui était montée pour dire que les ordonnances étaient constitutionnelles du chef de l'État. On a dit non, ce n'est pas constitutionnel. Il n'y a pas de conseil des ministres. Prof, il n'y a pas de conseil des ministres. J'ai démontré, et évidemment, il n'y a pas eu d'attaque au niveau du Conseil d'État. Donc c'est valable. Et les ordonnances ont été publiées au journal officiel. Donc c'est un débat clos. On disait, mais est-ce qu'il y a urgence? Mais il y avait urgence. Le président de la République est la personne la mieux informée. Mais il savait qu'il y avait des cadavres dans les placards de la GECAMINE. Oui. Et ces gens, s'ils se sont opposés, pourquoi est-ce que tout le FCC est venu à la rescousse? Il y a même un député qui a osé insulter le chef de l'État. Pourquoi? Mais parce que la GECAMINE, c'était la vache au lait de l'ancien régime. Et il finançait les élections. Et il finançait les fraudes électorales. C'était la vache au lait, c'est pourquoi vous avez... Ce n'était pas une question de droit. Est-ce qu'il y avait urgence? Vous affirmez? Ou vous affirmez ou vous supposez? Non, je vois seulement dans le rapport que l'emprunt était fait sur base, parce qu'il fallait s'occuper des élections. D'accord. C'est ce que j'ai lu dans les médias. Vous comprenez? Alors donc, du coup, bon, revenons maintenant. C'était une vache à lait. C'était une vache à lait. Et il y avait des choses, et il n'y a pas que ça d'ailleurs. Il y a d'autres rapports, vous ne parlez que de 200 millions. Mais il y a 300 millions aussi. On parle finalement de 500 millions à la fin. Mais pourquoi vous arrêtez là? Ça, ce n'est que le sommet de l'iceberg. Il y a plusieurs scandales à la GECAMINE. Et le président, c'est pourquoi le président estimait qu'il y avait urgence. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ici, c'est une affaire de blanchiment d'argent. J'ai entendu, j'ai suivi les communiqués de l'ancien, le DGA de la GECAMINE. Oui, ils ont communiqués non signés. Ils signent à partir d'une ferme, je crois. Vous qui ne savez pas ce qu'on n'était pas... Ils disent qu'ils sont signent à partir de quel endroit? On ne sait pas. À Kinshasa, il y a beaucoup de fermes. Oui. Alors, ils signent, ils disent... Est-ce qu'on a le temps pour cette émission? Je ne sais pas. Ici, c'est la société Ventura. La GECAMINE avait signé un contrat avec Fleurette. Fleurette, c'est la compagnie de Dan Gettler, le plus grand ami de celui qu'on connaît. Tout le monde connaît son meilleur ami. Oui. Dan Gettler, il signe un contrat pour péter 200 millions à la GECAMINE. Et Dan Gettler est établi où avec sa société? Dans les îles Vierges. Mais c'est là qu'on se cache tous les mafieux. Vous croyez qu'une compagnie très sérieuse? Et puis la GECAMINE contracte 200 millions. Où est-ce que Fleurette a eu cet argent? Où est-ce que... Parce que vous savez même, dans les banques sérieuses, dans les pays sérieux, quand on m'envoie moi $1000 par exemple dans une banque sud-africaine, mais on vous appelle, la banque vous appelle, prof, il y a $1000 qui viennent d'entrer dans votre compte, donnez la source. J'ai dit non, écoutez, c'est la conférence que je venais de donner à Nouakchott, c'est mon père diem. Comment est-ce que la banque, d'où venait, quelles sont les sources de Fleurette? Où est-ce que Fleurette a jamais eu des milliards dans le monde pour donner 200 millions? Et puis Fleurette, pendant le temps, là, les Américains le plaçaient déjà sous sanction. Comment vous allez conclure un marché avec une société si corrompue? Laissons cela. Ça, c'était Fleurette. Fleurette a été sous sanction. Maintenant, les 200 millions sont à payer à qui? À Ventura. Une société qu'on appelle Ventura. Oui. Mais vous êtes un juriste. Posez-vous la question. Depuis quand est-ce que Fleurette est devenue Ventura? Et c'est toujours le même actionnaire. Vous êtes à Kinshasa? Justement, vous êtes à Kinshasa, n'est-ce pas? Bien évidemment. Vous savez où se trouve le siège de cette société Ventura? Dites-moi tout. Dans quel bâtiment? Dans cette ville ici. Allez, vous me direz quoi? Dites-moi tout, c'est où? Elle est dans la ville ici. Oui, mais dites-moi tout. Chez ceux qui les cachent. Bon, allez chercher, vous êtes un journaliste, demandez où est le siège de Fleurette. Chez qui? Dans le bâtiment de qui? Ce sont des mafieux. Mais pourtant, c'est facile de nous dire dans quel bâtiment. Écoutez, vous allez le faire vous-même. Okay. Ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a rien. C'est que M. Kamenga, le DG, il doit cesser d'importuner les Congolais. Parce que c'est une entreprise publique. Tu ne peux pas que ce monsieur, ici je parle au nom du peuple. Je suis aussi député national. Je le dis. En dehors du fait que je suis interlocuteur. Ce monsieur doit cesser d'importuner les Congolais. Depuis quand est-ce que Fleurette est devenu Ventura? Est-ce qu'il peut montrer un document qui montre, parce que pour passer nous qui nous disent, voilà, Ventura vient réclamer où?
Vous avez besoin de la date ou des contrats? Non, c'est pour vous dire que c'est fictif. Mais ils ont dit que c'était possible. Et je vais Ils vous ont dire dit que l'argent, c'était- c'est fictif aussi. L'argent n'est pas entré dans le compte de la Gécamine. Mais j'ai le document, vous n'avez pas le temps. Allez-y, non, on a le temps, c'est moi qui... Vous avez le temps. Oui, allez-y. Vous avez ici le contrat de Fleurette et de la Gécamine. Je peux le voir. Voilà. On va vous montrer ça. C'est le contrat. Il est signé. Alors, je vais lire. Les générales de carrière et mines. Voilà la Fleurette suite. Muni Holding Limited, c'est en anglais. Hein, donc, Prenez le français. Oui, le le français. contrat, lisez seulement les titres des deux parties. la, Laissez gén- signer. ouais, la générale des carrières et des mines. Et puis, fait en anglais encore. Oui. heureusement. Et puis, il signe avec qui? Deuxième partie. Avec Fleurette Muni Holding Limited. Et où est Ventura dans tout ça? Mais vous savez, Alors, c'est une question fondamentale. Où est Demandez à M. Kamenga, demandez à M. Yuma, qu'on a présenté à un moment donné comme l'un des modèles des mandataires dans ce pays. Alors, D'où vient Ventura? Vous savez, d'après l'article 33, je crois, issu du Code civil, livre 3. Mais le contrat ne peut pas bénéficier aux tiers. En vertu de quoi qu'on nous montre, moi je n'ai pas encore vu, peut-être je suis dans l'erreur. Il est toujours, même quand on est professeur des universités, on peut toujours se tromper. Mais est-ce qu'on peut nous montrer la mutation, comment est-ce que Fleurette est devenue Ventura pour réclamer de 200 millions qui devaient revenir? C'est la mafia. mais qui Et je vous dis organise encore quoi? cette mafia? Qui l'organise? Les dirigeants de la Gécamine, ils sont là-dedans, ils sont cités, évidemment, ils sont encore présumés. Ils nous disent dans les communiqués qu'ils n'ont rien à se reprocher. Mais s'ils n'ont rien à se reprocher, ils sont convoqués à la justice, qu'ils aient donné des arguments. Mais pourquoi ils se cachent alors, si vous pensez? Si vous n'avez rien, c'est qu'ils ont des choses à se reprocher. Et pourquoi la justice ne met pas la main sur eux alors? Bon, on les cherche, je ne sais pas si on leur a lancé un mandat de comparution. Je ne C'est sais quand même pas. curieux, vous savez où il se trouve, mais la justice pas. Et il y a toute la documentation est ici. Si j'avais le temps, je pouvais vous montrer comment c'est de la mafia. Comment c'est le blanchiment d'argent. Et Glencore voulait payer l'argent, la dette qu'il doit à la Gécamine, pour que la Gécamine donne directement l'argent à Ventura et en réalité à Dan Gettler et à ses associés, à ses amis. Nous disons à Glencore que s'ils donnent cet argent-là, ils sont complices du blanchiment d'argent et les mêmes sanctions qui ont pesé sur Fleurette et qui peuvent arriver sur Ventura, Glencore ne doit pas non plus jouer. Il doit comprendre, les dirigeants de Glencore doivent comprendre que la Gécamine, c'est un bien du peuple congolais. Cet argent-là, qu'il stoppe pendant que l'affaire est encore en justice, qu'il bloque cet argent-là, parce qu'on ne peut pas donner l'argent à des personnes dont on n'est pas sûr. Évidemment, à cette heure, M. Yuma et toute son équipe, ils sont présumés innocents, c'est un principe constitutionnel. Et si la justice et les nouveaux dirigeants étaient complices de cette mafia? Cher ami, je vous ai dit ceci. Étienne Tshisekedi, vous avez évoqué mon parti. On s'est battu pour l'état des droits. Et vous parlez au professeur André Mbata. Même si la corruption était dans notre propre rang, nous devons être en mesure de la dénoncer. C'est pourquoi l'affaire des 15 millions, on a parlé de certains fonctionnaires à la présidence de la République. C'était dans le camp du président. Le président n'a pas hésité alors qu'il y a des membres de son cabinet qui sont présumés, donc qui sont suspectés. Il a dit la justice doit s'en occuper. C'est-à-dire, on doit, même si ça dans nos propres rangs. Mais regardez l'affaire de 200 millions. 200 millions, dans 200 millions, vous avez combien d'affaires de 15 millions? Je crois plus, je connais pas trop. Mais... Vous avez entendu le Premier ministre se plaindre? Parce que ça affecte le budget. Pourquoi le Premier ministre ne se plaint pas? Parce que tout simplement, M. Yuma était là pour la fête qu'on a vue à Pullman Hotel, où on l'a recevé, on l'a communiqué. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui... Vous avez des débatteurs, vous avez des gens du FCC pour vous parler de 200 millions? Est-ce que c'est pourtant que... Est-ce que c'est ce qui prouve que les ordonnances du président de la République ont eu à souffrir pour ça? Ils ont souffert parce qu'ils voulaient d'abord achever le crime. Mais vous savez, il y a un malin et demi. Ils ont bloqué l'ordonnance. Ils ne savaient pas qu'on voulait aussi également les laisser consommer le crime. Et l'affaire est éclabousée aujourd'hui? Ah, mais maintenant qu'on nous dise où sont les 200 millions. Mais c'est quoi la suite du dossier alors? La suite du dossier, la justice doit, le peuple congolais doit suivre plus qu'avant. Parce qu'ici, ce n'est pas 15 millions. Ce n'est même pas les 6 millions dont on a parlé de l'alternance. Ce n'est pas le billet collector. Ce n'est pas le billet collecteur. Ouais. Et d'ailleurs, là encore, c'est 200 millions. Et revenons même du billet collecteur. Mais je crois qu'on est en train d'avancer dans ce pays. Oui, parce que... Mais vous savez, 2 minutes, Christian. Oui. Mais on a fêté le cinquantenaire. Vous avez jamais appris le montant qu'on a dépensé? Mais ici, un gouvernement vous dit, nous voulons dépenser 6 millions. Le peuple dit non, n'y allez pas. Ils arrêtent. C'est bien ça, c'est ce que nous voulons. Oui, mais il faut commencer d'abord par discipliner les gens qui pensent à des idées pareilles. Non, non. Qui sortent des idées pareilles. L'argent ne sortira pas. Oui. Ça ne se faisait pas. Est-ce qu'il faut célébrer Kabila? Est-ce qu'il faut finalement le célébrer ou lui rendre hommage? Ou rendre hommage à Rossi Chimanga et aux autres? Non, il n'y a pas Je parle d'hommage. ici de mon petit, pardon, Eric Boloko qui a
pris une balle aussi. J'aime bien M. Kabila, je lui ai conseillé une vie après la présidence, je crois qu'ils ont compris. Même quand je dis qu'il faut mourir et ressusciter le 3e jour sous une nouvelle identité, pour être encore à la présidence, il a lui-même compris, on n'en parle pas. Je suis content que même en Boué la Loge, ce débat-là est parti. Et lui-même sait que le pauvre Mbata, c'est l'une des personnes dont il suit beaucoup les conseils. Il doit se reposer, il leur a dit mais il n'a pas à célébrer. Il leur a dit respecter la coalition, il n'y a pas mieux que ça. Oui. Donc, qu'il a dit il ne reviendra pas. Du FCC. Il n'y a pas à le célébrer. Il n'y a pas à le célébrer. Celui qu'il faut célébrer, c'est le peuple qui est l'auteur de l'alternance. Et je crois, même s'il y a des équipes qui continuent, quand vous ferez même votre bien la collecteur, je voudrais voir les images de la réconciliation nationale des martyrs de la démocratie. Mais il n'y a pas à célébrer, effectivement. M. Kabila, il a quand même compris en dernière minute. Très bien. Il a compris et c'est là, hein, tout le monde ne comprend pas toujours. Il a bien fait les choses, mais il n'a pas à le célébrer. Il faut célébrer le peuple congolais. Monsieur le professeur, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous allez regarder donc la caméra et finir notre émission, vous le savez toujours, avec des petites questions, mais que vous répondez par oui ou par non et des manières. Bon, je crois que c'est la fin de l'année. Je voulais quand même dire un mot. Je crois que vous ne me verrez plus que l'année prochaine. C'est d'abord remercier et féliciter tous ceux qui vont soutenir, qui ont soutenu votre chaîne et votre activité. Ce n'est pas facile. Et de dire également à notre peuple, l'encourager. Vous êtes un grand peuple, le peuple congolais. Allez de l'avant. Et il n'y aura plus jamais de dictature dans ce pays. Ça, on peut vous assurer. Vous pouvez compter certains journalistes. Il y a certains universitaires comme nous, certaines institutions. Et on a parlé de la CAGE, de la ZADO, l'IDGP et d'autres. Vous pouvez compter. Il n'y aura plus jamais de dictature dans ce pays. Il n'y aura plus un individu qui se place, qui croit qu'on doit l'adorer. Non, c'est terminé. Continuez sur la même lancée. Mais je dois également dire une chose. Nous ne devons pas être un peuple qui pleurniche, mais un peuple qui se bat en permanence, qui reste vigilant en permanence. Je voudrais que l'année prochaine, vous souteniez, que le peuple soutienne le président de la République, pas parce que c'est le président de la République. Il a dit le peuple d'abord. Le peuple doit veiller à accompagner le président Félix Tshisekedi et s'assurer que tout ce qui est fait par le gouvernement du président de la République s'inscrit dans la logique du peuple d'abord. Et vous l'avez démontré à travers les réactions. Au billet, à la dépense de 6 millions, le peuple a parlé, on a arrêté. Très bien. Donc nous sommes un grand peuple, allons de l'avant. Nous allons continuer à faire ce que nous pouvons faire pour appuyer la lutte de ce peuple. Une seule question, et on s'arrête là, vous allez juste regarder la caméra. Monsieur le professeur, pensez-vous que les crimes commis par certains membres du FCC, ces crimes resteront-ils impunis? Mais vous avez la réponse, vous posez des questions auxquelles vous répondez vous-même. Les crimes sont des crimes, ils ne peuvent pas rester impunis. Ils ne peuvent pas. Même les détournements, même l'enrichissement, ça peut passer aujourd'hui. On peut se taire. Mais ces crimes ne resteront pas impunis. Mais je crois plutôt que les gens pouvaient faire amende honorable. Au lieu de mettre des bâtons dans les roues, dans le niveau du... Mais il faut être reconnaissant au peuple. Demandez pardon. Le peuple va vous pardonner. Et si vous êtes enrichi sur le dos du peuple, je voudrais voir une personne qui vient dire au peuple, voilà, quand j'étais au gouvernement, je suis entré au gouvernement, je n'étais que locataire. Kabila bloque Fachi. Bon, le FCC fait tout ce qu'il fait pour survivre en bloquant le président de la République. Et c'est quoi la solution? Bon, la solution, c'est que le président de la République, il comprend qu'il est au service du peuple d'abord. La solution aussi, c'est que M. Kabila, qu'on le laisse aussi tranquille. Je crois qu'on fait trop de choses en ce nom. Qu'on le laisse tranquille, il a le temps de se reposer. Que le FCC, il sache évoluer sans lui. Ils vont tirer des conseils, mais qu'on laisse, c'est notre sénateur à vie, qu'on le laisse tranquille. Il y a une vie après la présidence. Monsieur le président, vous êtes encore jeune. C'est le temps d'en jouir au lieu de vous mêler, de continuer à vous mêler dans la politique active. Merci beaucoup, monsieur le professeur. C'était un grand plaisir de vous recevoir. Je rappelle que nous allons nous retrouver peut-être l'année prochaine, ou alors s'il y a une catastrophe en RDC, on vous appellera. Si notre constitution est menacée dans les 6 jours qui restent, on va vous inviter parce que vous êtes le médecin de cette constitution. Elle ne sera pas menacée, il n'y aura pas de catastrophe. La lutte va continuer et nous arriverons effectivement à bâtir un pays plus beau qu'avant, agir sur l'état de droit, sur la justice et la lutte contre les antivaleurs. Puisse Dieu bénir son peuple. Merci d'avoir suivi cette émission. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Merci, monsieur le professeur. Voilà, merci.